Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nouvelles intitulées La nuit de Noël de Nicolas Gogol, La petite fille aux allumettes d'Andersen, Nuit de Noël de Guy de Maupassant et Un réveillon dans le marais d'Alphonse Daudet. Durant le réveillon de Noël, à Dikanka, la sorcière Saloka sort d'une cheminée sur son balai, rejoint le ciel et décroche des étoiles. En même temps, le diable, qui est lui aussi dans le ciel, vole la lune et la met dans une poche. Choub est invité à dîner chez le sacristain avec d'autres personnes. Durant ce temps-là, il pense que sa fille Oksana restera à la maison alors qu'en réalité elle va recevoir la visite du forgeron Vakula. Le diable déteste le forgeron, il adore lui compliquer la vie, par exemple lorsqu'il se met à faire des peintures religieuses. Le diable a volé la lune pour que, sans la lumière de l'astre, Choub ne puisse pas aller chez le sacristain et reste chez lui, ce qui empêchera le forgeron de voir son amoureuse. Choub, qui s'apprêtait à partir chez le sacristain, remarque que la lune n'est plus dans le ciel. Il se met tout de même en route car il est accompagné d'un paysan nommé Panas. Oksana est connue pour être la plus belle fille des environs. Elle est en train de s'admirer quand le forgeron entre dans la pièce. Quand elle demande si son coffre est prêt, le forgeron lui dit toute sa peine d'avoir fait un coffre si particulier et qu'elle l'aura après Noël. Quand il l'enlace et lui demande un baiser, elle lui reproche de trop en vouloir et de la salir. Le forgeron se rend bien compte de la vanité de cette fille et le fait qu'elle le fasse tourner en bourrique, mais il ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Oksana attend des amis qui doivent passer chez elle avant de faire la quête avec des chants de Noël. Oksana dit préférer leur compagnie à celle du forgeron. Quand Oksana lui demande si sa mère est véritablement une sorcière, le forgeron répond que cela n'a pas d'importance. Oksana pense que son père va bientôt se marier avec la mère du forgeron. Quand on toque à la porte, le forgeron va ouvrir car il compte bien déchaîner sa colère due à sa jalousie sur le premier venu. Quand la sorcière est dans le ciel, le diable s'accroche à elle. Il la suit quand elle passe par la cheminée pour rentrer chez elle. La sorcière est la mère du forgeron. Elle projette effectivement de se marier avec le père d'Oksana car elle convoite sa richesse. Pour éviter que son fils le forgeron ne se marie avec la fille de Choub et donc emporte les biens qu'elle pourrait avoir, elle fait exprès de mettre de la discorde entre Choub et le forgeron. Ayant vu Choub et Panas se rendre au dîner, le diable est sorti de la cheminée et il a déclenché une tempête de neige pour empêcher les deux hommes de se rendre à la fête. Il espère ainsi une bagarre entre le forgeron et Choub qui sera en colère après avoir vu que le forgeron est près de sa fille. Le diable revient ensuite par la cheminée. Tandis que Panas se retrouve à l'auberge, Choub se retrouve chez lui et toque à sa porte. C'est le forgeron qui lui ouvre. Choub est persuadé de s'être trompé de maison et être arrivé à la maison du boiteux qui ressemble à la sienne. Pour ne pas faire connaître sa véritable identité au forgeron, il dit qu'il vient chanter des chants de Noël. Le forgeron lui parle mal et il le tape. Choub s'en va. En repassant par la cheminée, la besace du diable s'ouvre et la lune s'envole et rejoint le ciel. Les jeunes filles sont arrivées auprès d'Oksana. Cette dernière dit que si le forgeron lui rapporte des souliers de l'impératrice, elle l'épouserait. Oksana et sa bande d'amis sortent dehors. Le diable fait la cour à la sorcière quand le maire toque à la porte. Le diable se cache dans un sac. Le maire entre et dit qu'à cause de la neige, il n'a pas pu aller chez le sacristain et qu'il compte bien passer sa soirée avec elle. Le sacristain frappe à la porte et la sorcière cache le maire dans un sac. Le sacristain entre et il dit qu'à cause de la neige, personne n'est venu à sa fête et qu'il souhaite passer la soirée avec la sorcière. Choub toque à la porte et la sorcière cache le sacristain dans un sac. Choub entre, mais quand le forgeron toque à la porte, la sorcière le cache dans le même sac que celui du sacristain. Le forgeron entre et le cosaque Zvergiguz toque. La sorcière, n'ayant plus de place pour cacher quelqu'un, prend la décision de parler à cet homme dans le verger. Le fils de la sorcière décide de ranger les sacs et de les porter à la forge.
En chemin, le forgeron recroise Oksana. Il laisse ses 2 plus gros sacs et il ne prend avec lui que le plus petit. Oksana rappelle d'un air moqueur au forgeron sa promesse. N'en pouvant plus du caractère de la jeune fille, il lui dit qu'il rompt avec elle et il s'en va. Le forgeron décide d'aller voir un guérisseur nommé Patsiuk le Pansu qui connaît des démons qui pourront lui fournir des souliers. Une fois sur place, le forgeron dit à cet homme qu'il lui fournira tout ce dont il a besoin contre la rencontre avec le diable. Le guérisseur lui dit que le diable est sur son dos, mais le forgeron ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le forgeron sort et le diable se montre à lui. Le forgeron consent à lui appartenir contre le fait d'obtenir Oksana. Cependant, le forgeron ne signe pas le contrat. En faisant le signe de croix, le forgeron obtient du diable un voyage à Saint-Pétersbourg contre le fait de le laisser tranquille. Oksana s'en veut d'avoir été si cruelle envers le forgeron et elle a peur qu'il déniche une autre fille. Oksana et sa bande trouvent 2 sacs laissés par le forgeron. Elle pense qu'il s'agit de la quête du forgeron qui a été meilleure que les leurs. Oksana veut ramener ses sacs chez elle, mais ils sont trop lourds. Elle et ses amis vont chercher des luges pour pouvoir les transporter plus facilement. Panas passe par là et trouve lui aussi les 2 sacs. Il pense que contre ces sacs de vivres, la cabaretière qui a refusé de lui faire crédit va cette fois-ci lui donner de l'alcool. Le tisserand passe par là lui aussi. Contre 50% du butin, il aide Panas à transporter un des 2 sacs. Il les apporte chez Panas car il craint que la cabaretière pense qu'il les a volés. Il espère que sa femme sera absente de la maison. Cependant, elle y est. Les 2 hommes veulent garder leur butin pour eux, mais la femme vient avec un tisonnier et elle arrive à s'approprier un des sacs. En l'ouvrant, elle a une illusion d'optique et elle a l'impression de voir un verra. Quand les 2 hommes veulent reprendre leur sac, Tchoub puis le sacristain sortent du sac. Quand les jeunes filles reviennent vers les sacs, il n'y en a plus qu'un seul. Elles l'emportent chez Oksana. Quand le maire a son hoquet, les filles devinent qu'il y a quelqu'un d'enfermé dans le sac. Tchoub revient chez lui. Il voit le maire sortir du sac et s'en aller. Le forgeron est sur le dos du diable qui vole dans les airs. Ils arrivent à Saint-Pétersbourg. Le forgeron demande à être déposé vers les aporogues qui doivent remettre des documents à l'impératrice. Le forgeron apprend que les aporogues vont voir l'impératrice ce soir même. Le jeune homme demande à aller avec eux. Ils refusent, mais grâce au diable, ils finissent par accepter. Ils se rendent au palais de l'impératrice. Quand l'impératrice leur demande ce qu'ils désirent, le forgeron demande ses chaussures. Elle les offre. Après les avoir reçues, le forgeron demande au diable de l'emmener. En sortant de la maison de Tchoub, le maire entend 2 commères parler de la mort du forgeron. L'une pense qu'il s'est noyé et l'autre qu'il s'est pendu. Elles finissent par se quereller. Le maire parvient à les séparer. Il pense que le forgeron s'est noyé. Oksana entend la nouvelle et elle ressent du remords. Le lendemain matin, les villageois célèbrent Noël. Le forgeron revient à son village le matin dès l'aube, mais il s'endort jusqu'au déjeuner. Il se rend ensuite chez Tchoub et il lui offre un bonnet et une ceinture. Il lui offre aussi le droit de le rosser avec une cravache. Tchoub ne le veut pas. Quand le forgeron demande la main d'Oksana, son père la lui donne. Le forgeron donne à la jeune fille les chaussures qui finalement ne servent à rien quant à la décision d'Oksana. Le couple s'embrasse. Le forgeron a peint sur un des murs de l'église le diable aux enfers. La veille du jour de l'an, une petite fille se trouve dehors. Elle a perdu une de ses pantoufles tandis que l'autre a été volée. Elle ne veut pas rentrer chez elle car son père va la battre puisqu'elle n'a pas réussi à vendre d'allumettes et qu'il fait aussi froid dehors que chez elle. Elle s'installe entre 2 maisons. Comme elle a froid, elle décide d'allumer des allumettes. Grâce à la première allumette, elle voit un poêle. Grâce à la seconde, elle voit une oie rôtie. Grâce à la troisième, elle voit un sapin de Noël. En regardant le ciel, elle aperçoit une étoile filante. Elle se souvient de sa grand-mère qui lui disait que c'était une âme qui montait à Dieu. La petite fille allume encore une allumette. Cette fois-ci, elle voit sa grand-mère. La petite fille lui demande de l'emmener avec elle. Elle allume toutes les allumettes pour pouvoir continuer à voir sa grand-mère.
La fillette est retrouvée morte le lendemain matin. Henri Templier dit qu'il ne fêtera pas le réveillon cette année car il en a gardé un mauvais souvenir. Les autres le questionnent à ce sujet. Il y a 2 ans de cela, lors d'un hiver froid, il avait décidé de ne pas réveillonner, mais de travailler à la place. En entendant les autres faire la fête, il n'a pas réussi à se mettre au travail et il a appelé la bonne pour qu'elle aille chercher de la nourriture pour ce jour de fête. Comme il n'avait personne pour réveillonner, il a décidé de chercher au hasard une pauvre fille. Il voulait une femme comme il les appréciait, c'est-à-dire bien en chair. Il a fini par en trouver une et il l'a amenée à la maison. Elle avait l'air d'avoir des problèmes, mais elle a refusé de dire de quoi il s'agissait. Après avoir mangé et bu, il a mis cette femme dans son lit. Elle se plaignait et il ne comprenait pas pourquoi. Il a fini par découvrir qu'elle était en train d'accoucher. Il a appelé au secours et beaucoup de personnes sont entrées chez lui. Il est parti à la recherche d'un médecin. Quand il est revenu, la femme avait accouché d'une fille. La femme est tombée malade. Beaucoup de personnes prenaient cette femme pour la femme ou la maîtresse d'Henri Templier. Par peur de passer pour un manant, il n'a pas pu envoyer cette femme à l'hôpital. Il l'a gardée chez lui pendant 6 semaines. Il a envoyé l'enfant chez des paysans qu'il a payés et qu'il paie encore aujourd'hui puisqu'il a commencé à payer. La femme est tombée amoureuse de lui. Cependant, ayant maigri, elle n'a plus du tout attiré Henri Templier qui l'a mise dehors. Cette femme, encore amoureuse, continue de le harceler dès qu'il met un pied dehors. Monsieur Majesté vient de réveillonner chez des amis, il rentre chez lui. Son habitation est un ancien hôtel de la famille Nesmond qu'il a reconverti en fabrique d'eau de seltz. La nuit, la demeure ressemble à l'antique hôtel des Nesmond et le jour, elle reprend l'allure d'une fabrique. Cette nuit, la splendeur passée de cette maison resplendit plus que d'habitude. Monsieur Majesté pense que la famille Nesmond pourrait revenir. Le portail s'ouvre et Monsieur Majesté voit défiler des personnes venant d'un autre temps. Toute la maison s'illumine. Monsieur Majesté va parler aux laquais qui ont allumé un grand feu, mais ils ne parlent qu'entre eux et ne lui répondent pas. Du monde se réunit au magasin qui était autrefois des salles de réception. Monsieur Majesté parle à ces personnes, mais encore une fois, personne ne lui répond. Un Nesmond semble être de la fête car une personne l'interpelle au sujet d'une toile d'emballage qui comporte le blason des Nesmond accompagné du nom Majesté. Les fantômes veulent du champagne, ils boivent à la place de l'eau de seltz. Les violons jouent un morceau et les invités se mettent à danser. Tout paraît reprendre l'éclat d'auparavant. Quand le jour commence à poindre, les fantômes disparaissent peu à peu.